Bonjour à toutes et à tous. Je me nomme David Pays. Je suis économiste planificateur, spécialiste en genre et développement. Je suis chargé de dispenser le cours sur la gestion des politiques économiques sensibles au genre dans le contexte Covid. Alors, aujourd'hui, nous allons voir le module 6. Le module 6 traite du genre et de la macroéconomie. Alors, le module 6 permettra aux participants d'établir une base en macroéconomie prenant en compte le genre. Alors, la macroéconomie est généralement considérée comme aveugle au genre parce qu'elle examine l'environnement économique en général, mais elle ne prend pas en compte forcément les aspects genre. Donc, une analyse de genre dans la macroéconomie suit à la fois comment les relations de genre sont prises en compte dans les concepts macroéconomiques et comment les indicateurs macroéconomiques pourront mesurer la prise en compte du genre dans les activités économiques. Alors, ce module aidera également les participants à entreprendre une enquête macroéconomique sensible au genre. Dans l'ensemble, ce module introduit une approche sexo-spécifique dans la politique de développement macroéconomique contemporain. Alors, à la fin de ce module, les participants devront être à même de comprendre comment la macroéconomie prend-elle en compte le genre. Les participants devront comprendre également, avoir une compréhension globale et simplifier les aspects clés de la macroéconomie. Les participants pourront développer une approche d'analyse macroéconomique sensible au genre. Alors, la macroéconomie est l'étude de l'économie dans son ensemble, en se concentrant sur les activités combinées des ménages, des entreprises et du gouvernement, et les décisions des individus cumulatives qui déterminent les dépenses totales, les revenus, la production de biens et des services de l'économie. Alors, il faut dire que la théorie et l'analyse macroéconomique se subdivisent en deux sphères. On a l'économie productive, qu'on appelle l'économie réelle, et l'économie financière, qui est l'économie monétaire. Et les politiques macroéconomiques influencent la manière dont ces deux sphères interagissent. Donc, l'économie productive combine le travail, le capital et d'autres facteurs de production, tels que la terre, l'énergie, les ressources naturelles, ainsi de suite. Et la technologie pour produire la production économique d'échange qui comprend le produit intérieur brut. Alors, l'économie productive également, appelée le secteur réel parce que les facteurs de production ainsi que la production produite en son sein sont physiques. Voilà. Donc, on l'appelle facteur réel parce que les productions sont vraiment palpables, sont physiques. Alors, le secteur public fonctionne dans le cadre de l'économie réelle et est financé par la politique budgétaire, c'est-à-dire la politique gouvernementale liée aux dépenses publiques et à la fiscalité. L'économie financière comprend les activités économiques qui impliquent l'émission et l'échange des actifs financiers tels que les actions et les obligations. Alors, le gouvernement affecte l'économie financière par le biais de la politique monétaire, politique concernant l'offre de la monnaie et le taux d'intérêt, qui affecte la demande de monnaie et d'autres actifs financiers, ainsi que la performance globale de l'économie financière. Donc, la relation entre l'économie réelle et l'économie financière, ainsi que le rôle du gouvernement de cette relation, fait l'objet d'un certain débat en théorie macroéconomique. Mais les liens existants, par exemple, la fixation des taux d'intérêt dans le cadre de la politique monétaire, a implication pour la production et l'emploi dans l'économie réelle. Donc, les cas de comptabilité sociale, l'addition de toutes les transactions de tous les ménages, d'entreprises, ainsi que du gouvernement sera difficile. Il est donc nécessaire de tirer les activités
en catégorie analytique pour utiliser l'enregistrer sur le schéma des activités effectuées par les différentes activités, les unités économiques, notamment les ménages, les entreprises et le gouvernement. Ce que font les cadres de comptabilité sociale, et ce faisant, ils détaillent les flux de biens et de services entre les unités économiques, souvent appelées agents ou acteurs engagés dans l'achat et la vente des produits, y compris les intrants nécessaires aux entreprises souhaitant transformer les ressources. Donc, les cadres de comptabilité sociale peuvent aider à comprendre les relations clés, le cas échéant, entre les nombreuses transactions qui ont lieu entre les unités économiques et l'économie dans son ensemble. Alors, quand on regarde le modèle de flux circulaire, on a le travail, on a les ménages, on a les entreprises et on a les dépenses. Donc, les entreprises et les ménages vont sur le marché du travail. Ils travaillent, ils retirent les revenus et les revenus, ils les dépensent au niveau des biens et services produits par les entreprises. Alors, les ménages donnent ce qu'on appelle le capital humain au niveau des entreprises. Les entreprises produisent, ils vont sur le marché du travail, le marché des biens et des services. Les individus partent sur le marché des services, biens et services pour pouvoir dépenser leur argent et avoir de la satisfaction. Donc, d'un côté, nous avons les ménages et l'entreprise. Les ménages qui vendent sa force de travail aux entreprises. Les entreprises produisent de la richesse, disons, des biens et des services que les ménages et les individus viennent prendre pour pouvoir consommer. Donc, les ménages fournissent les intrants, principalement la main-d'œuvre aux entreprises. Contre l'énumération, les entreprises utilisent la main-d'œuvre pour produire les biens et services qui peuvent être vendus aux ménages contre de l'argent. Donc, les ménages tirent ainsi de l'argent, la vente de la main-d'œuvre pour payer les biens et services que les entreprises produisent. Donc, il existe deux ensembles de flux. Les flux de revenus et les flux de production. Les flux de revenus, ce sont les paiements des main-d'œuvre qui sont transformés en paiement de biens. Les flux de production, le flux de ressources de travail des ménages est transformé en biens et services que les ménages consomment. Alors, la politique axée sur la demande modifie la structure des dépenses au sein de l'économie. Cela peut prendre l'une des deux formes suivantes. Il y a une tentative d'augmenter le taux d'absorption domestique en augmentant les dépenses publiques et ou privées, dont la demande publique privée. Ces politiques augmentent les dépenses dont la demande globale et, comme on le verra, la croissance économique. Pour réduire le taux d'absorption intérieure, les gouvernements réduisent parfois les dépenses publiques. Par conséquent, la dépense publique, par conséquent, en même temps, la demande publique. Donc, les politiques sont souvent appelées politiques de réduction des dépenses. Cependant, la réduction de la consommation et des investissements réduit la demande globale et, ce faisant, affecte la croissance économique. Donc, la politique budgétaire est la politique du gouvernement à l'égard de ses plans d'imposition et de dépenses. Alors, la politique monétaire est la politique gouvernementale à l'égard de l'offre de monnaie et donc des taux d'intérêt qui sont le prix effectif de la monnaie. Alors, on note ici l'augmentation. On note ici que le gouvernement peut utiliser les politiques monétaires, budgétaires et monétaires pour modifier le taux de croissance de l'une des deux manières suivantes. Donc, augmenter le taux de croissance de la demande. Alors, lorsque les dépenses publiques augmentent, il y a une augmentation aussi de la demande gouvernementale de biens et de services du secteur privé. Lorsque les impôts gouvernementaux baissent, il y a une augmentation de la demande des ménages et des entreprises, car ils payent moins au gouvernement et ont des niveaux de revenus disponibles
pour pouvoir dépenser. Donc, il y a ces deux manières de pouvoir modifier le taux de croissance de l'une des deux manières suivantes qu'on vient de dire, soit augmenter le taux de croissance de la demande. En ce moment, les dépenses publiques augmentent et il y a une augmentation également de la demande gouvernementale des biens et services du secteur privé. Et lorsque les impôts gouvernementaux baissent, il y a une augmentation de la demande des ménages et des entreprises. Lorsque les taux d'intérêt baissent, le niveau d'investissement des entreprises augmente, car il devient moins coûteux d'emprunter à l'économie financière et la détention de monnaie par les ménages et les entreprises dans l'économie financière devient moins attrayant. Alors, les politiques de l'offre. Les politiques de l'offre modifient le modèle de production de biens et de services au sein d'une économie. Donc, ça vise à accroître la production nationale de biens et services et réduire la demande de biens et services étrangers. Reconfigure ainsi la composition de l'absorption intérieure des biens et services produits à l'extérieur et en faveur des biens et services produits localement. Pour cette raison, les politiques de l'offre sont également appelées politiques de changement de dépenses. Alors, on a les politiques de régulation du marché. Les politiques du côté de l'offre impliquent le démantèlement d'une série d'interventions qui affectent le fonctionnement des marchés pour accroître soit l'efficacité de l'utilisation des ressources au sein d'une économie, soit la capacité de production au sein d'une économie. Les deux favorisent l'expansion de la production et la croissance économique. Donc, les contrôles de prix, les taxes, les subventions, les restrictions commerciales et le fonctionnement des entreprises d'État monopolistiques contournent les marchés et réduisent ainsi l'efficacité des marchés dans l'allocation des ressources dans l'économie réelle. Alors, les politiques de l'offre éliminent ces distorsions et déréglementations, ainsi le marché pour permettre au prix déterminé par le marché de refléter le coût déterminé par le marché en répartissant mieux les ressources des ménages et des entreprises et en améliorant les capacités d'offre de l'économie sans réduire la consommation. Alors, le rôle du travail de soins non rémunérés dans les flux macroéconomiques. Donc, nous avons vu en module 1 et 3, les ménages sont le lieu de travail de soins non rémunérés, d'autres travaux de soins rémunérés. Alors, les ménages ne dépensent pas seulement leurs revenus pour ce qui est produit. Sans travail de soins non rémunérés, de nombreux biens de consommation ne pourront pas être consommés. Et la production de la vente des biens et services par les entreprises ne pourra pas avoir lieu parce que ces productions dépendent des ménages qui utilisent les travaux de soins non rémunérés pour produire une main-d'œuvre capable de travailler. Alors, tout simplement pour dire comment ici la macroéconomie prend en compte le genre. On veut tendre vers ça. Alors que nous avons vu en module 3 que les ménages, notamment les individus qui sont dans les ménages, les femmes, exercent des activités de soins non rémunérés pour pouvoir soutenir la production. Les femmes qui travaillent, qui prennent soin des enfants, qui prennent soin des actifs, qui préparent, qui prennent soin des malades, fortifient, en tout cas, permet au capital humain d'être en bonne santé pour être sur le marché du travail. Donc, il faut dire que les ménages seulement ne donnent pas aux entreprises les soins rémunérés, notamment le capital du travail. Mais derrière ça, il y a des travaux de soins non rémunérés qui sont effectués pour pouvoir maintenir les actifs du ménage en bonne santé pour être productifs sur le marché du travail. Donc, vous voyez un peu comment
on peut mettre le lien, le genre et la macroéconomie. Mais est-ce qu'on va voir, est-ce que ce travail de soins non rémunérés est capitalisé par les agrégats macroéconomiques? C'est ça le grand défi. Alors, l'analyse macroéconomique doit tout inclure le travail comme facteur de production. Se déroulant dans les ménages, il nécessite un travail de soins non rémunéré, l'allocation de ressources réelles pour l'investissement dans le capital de travail, également appelé capital. Donc, le travail de soins non rémunérés a également lieu en dehors du ménage, dans la communauté sous forme de services volontaires qui contribuent au maintien des règles, normes et valeurs de responsabilité civique et communauté sociale, autrement connu sous le nom du capital social. Voilà. Donc, politique budgétaire, évolution. La politique budgétaire fait référence à la manière dont les dépenses publiques, dans la fiscalité, l'aide et la dette du budget gouvernemental influencent l'économie dans son ensemble. Donc, la politique budgétaire était généralement réorientée vers la lutte contre l'inflation et la réduction des déficits de balance courante. Aussi, les dépenses publiques, en particulier dans les secteurs sociaux, ont été réduites pays après pays afin de parvenir à l'équilibre budgétaire. Parce que l'État était perçu comme évinçant le secteur privé efficace. L'emploi dans le secteur public a été réduit et la privatisation des services publics est devenue un objectif politique clé. Donc, vous voyez, politique budgétaire ici concourt vers, en tout cas, la diminution de ce qu'on appelle la main-d'œuvre, qu'on appelle inutile. Donc, vise ici à pouvoir, dans son ensemble, lutter contre l'inflation et réduire les déficits de balance commerciale. Donc, les secteurs sociaux, souvent, qu'on juge non productifs là, qui n'apportent pas de la valeur ajoutée, souvent ne sont pas pris réellement en compte de façon efficace. Donc, des frais d'utilisation ont été adoptés afin d'accroître l'efficacité de la prestation des services publics et d'augmenter les revenus. Donc, mais on ne peut pas supposer que les modèles de dépenses publiques qui tentent d'atteindre l'équilibre budgétaire ont les mêmes effets sur les femmes et les hommes. Par exemple, la compression dans les services publics exerce une pression sur le travail de soins non rémunérés. Alors, si vous voyez, nous avons vu dans le module 5 passé comment les politiques économiques ont évolué. Nous avons vu que le pass qui avait été imposé dans les pays ont amené l'État à réglementer les choses tout en réduisant les emplois, disons, les emplois qu'ils appellent pas productifs pour mettre l'accent sur réellement la production qui contribue à améliorer le PIB. La production qui contribue à améliorer les revenus. La production qui contribue à pouvoir éponger la dette. Mais souvent, on voit que dans nos États, on dit un taux de croissance, par exemple, de 6%, de 7%, mais dans l'assiette de la ménagère, on ne voit pas, en tout cas, les effets. C'est-à-dire que la croissance économique ne rime pas avec la diminution de la pauvreté. Donc déjà, on se rend compte qu'il peut y avoir croissance économique sans qu'il y ait des effets sur les hommes et sur les femmes. Alors, on peut dire que l'austérité budgétaire est l'un des ingrédients de base et des documents de lutte contre la stratégie de réduction des pauvretés.
Il s'agit de réduire les dépenses publiques pour qu'elles correspondent aux recettes fiscales en augmentant les impôts. L'austérité budgétaire permet de maintenir les dépenses publiques à faible niveau afin de ne pas évincer les investissements du secteur privé. La consommation publique fait grimper les intérêts, ce qui décourage les emprunts du secteur privé. Donc, du point de vue du genre, l'arrêt des dépenses publiques pour stimuler l'investissement du secteur privé n'est pas toujours une bonne chose. Alors, les secteurs sociaux, généralement, tels que l'éducation, la santé, l'assainissement, l'emploi, ce sont des secteurs où, généralement, on peut arriver à réduire véritablement, à prendre en compte la dimension genre, notamment les besoins pratiques des hommes et des femmes et les intérêts stratégiques. Mais si on tend vers la privatisation, si on tend vers l'investissement dans le secteur privé, cela va sans dire qu'on met l'accent sur la capacité de pouvoir produire de la richesse et non pas forcément à prendre en compte les aspects, les aspirations, les besoins des hommes et des femmes. Alors, la fiscalité, les impôts directs sont la principale source de recettes fiscales et comprend ici les taxes commerciales, les taxes sur la valeur ajoutée, les taxes de la vente, les taxes d'assises. Donc, la libéralisation du commerce a entraîné une baisse des revenus provenant des taxes commerciales, d'où l'augmentation des taxes indirectes pour compenser la perte des revenus due à la réduction des dépenses publiques. Donc, les impôts indirects comme la TVA sont parfois régressifs parce que les pauvres payent une part de TVA plus élevée que les riches en raison de la place prescrite par le sexe des femmes, donc entre les sexes, c'est les femmes et les hommes, sur le marché du travail. Ils peuvent affecter davantage les femmes. Mais les politiques qui réduisent la nature régressive des impôts indirects sont parfois bonnes pour l'égalité des sexes, comme une taxe zéro sur les denrées alimentaires, les outils agricoles, les articles pour les enfants, ainsi de suite. Donc, vous voyez que, en général, lorsqu'on impose des taxes, il faut souvent faire une analyse pour voir la taxe joue sur qui. Quelles sont les denrées qui sont généralement prisées ou qui sont généralement payées par les hommes, par les femmes. Vous voyez que lorsque les femmes se trouvent dans des secteurs d'activité où, lorsqu'on affecte des taxes ou bien on réduit les taxes, ça joue sur les revenus, notamment par exemple quand on prend les denrées alimentaires, le matériel agricole. Les femmes sont beaucoup plus sur la transformation des produits agricoles, sur les activités génératrices de revenus. Lorsque les produits, la matière première qu'elles utilisent pour pouvoir produire, lorsque les taxes sont élevées, ça joue sur la capacité des femmes et en même temps crée des situations inégalitaires entre les hommes et les femmes parce qu'il y a des taxes où les hommes supportent plus ou des taxes où les femmes supportent plus et vice-versa. Et donc, je pense qu'une analyse genre pourrait voir où se trouvent les femmes, où se trouvent les hommes, comment faire en sorte pour que les femmes ou les hommes puissent en tout cas être traités de façon équitable, tenant compte de leur domaine d'activité. Les politiques d'aide. Bon, l'aide est un élément important dans les recettes du budget gouvernemental. Par exemple, au Rwanda, l'aide a contribué à près de la moitié du budget national au fil des ans. Et l'approvisionnement de l'aide est guidé par la politique d'aide au Rwanda approuvée en 2006. Voilà. Alors, l'aide devrait financer une stratégie nationale de développement qui a des effets clairs sur les hommes et les femmes. Donc, la mesure dans laquelle
Les objectifs d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes font partie de la vision à long terme qui sous-tend la stratégie nationale de développement et importante dans le contexte de l'aide. Également, les priorités qui sont définies doivent tenir compte des objectifs, des cibles dans la stratégie. Donc, le lien également stratégique avec le budget. Donc, les ressources affectées doivent tenir compte pour pouvoir réduire les inégalités et autonomiser les femmes. Et dans une perspective d'égalité de sexe, devrait également être intégrée dans la gestion financière publique grâce à une utilisation sensible aux gens. Donc, souvent, l'aide également qui sont octroyés aux différents pays visent des secteurs donnés. Mais ces secteurs devraient faire des analyses contextuelles pour voir comment prendre en compte la sexospécificité, notamment les besoins des hommes et des femmes, pour pouvoir mettre en œuvre les stratégies ou les politiques, ou même les projets et programmes, les stratégies déclinées en projets et programmes, pour prendre en compte tout cela. Et généralement, on voit que lorsque on envoie les aides, souvent ce sont les bailleurs de fonds même qui exigent à ce que les gens soient pris en compte. Mais malheureusement, vous allez voir que c'est dans des paragraphes qui consacrent pour dire que les gens peuvent être pris en compte dans la mise en œuvre de ce projet. Or, le projet doit être sexo-spécifique, doit être analysé depuis le diagnostic, la formulation, la mise en œuvre et le suivi et évaluation, en passant par la définition des indicateurs clés, la désagrégation des informations, pour qu'on s'assure que le genre est pris en compte, notamment également dans l'allocation budgétaire. Donc, les données ventilées par sexe doivent être utilisées pour gérer les résultats genre. Il est important que les données collectées pour le cadre du suivi d'évaluation de la stratégie nationale de développement soient systématiquement ventilées par sexe et que ces données soient opportunes, pertinentes et complètes. Et que les données ventilées par sexe soient analysées et utilisées pour une prise de décision. Et que les données ventilées par sexe soient également diffusées au public. Que les donateurs soutiennent le développement des capacités nationales de collecte, d'analyse et de diffusion de données ventilées par sexe. Donc, c'est ce que nous avons dit plus haut. Lorsque nous n'avons pas des données désagrégées selon le sexe, qui donnent la situation des hommes, la situation des femmes, le besoin des hommes, le besoin des femmes, il va sans dire que dans la mise en œuvre du projet, nous n'allons pas atteindre l'objectif visé. Nous allons résoudre le projet de façon globale et en fin de compte, nous allons voir que les lignes ne vont pas bouger. Donc, en l'absence d'une aide publique au développement accru, les dépenses publiques ne peuvent augmenter plus rapidement que le taux d'accroissement des recettes fiscales. Et si le gouvernement emprunte pour compenser la différence, un financement déficitaire soutenu du budget de l'État entraîne une augmentation du fardeau de la dette. Le service de la dette rembourse le fardeau de la dette, généralement avec les intérêts. Donc, la viabilité budgétaire en termes de financement du déficit et de service de la dette est une réelle contrainte pour le gouvernement africain. Alors, qu'est-ce que la politique monétaire? Donc, les instruments de politique monétaire comprennent la masse monétaire, l'offre de crédit et les taux d'intérêt par le biais d'intervention sur les marchés monétaires et financiers. Alors, la politique monétaire est menée par les banques centrales qui sont souvent des organes statutaires indépendants. Alors, les banques centrales mènent la politique monétaire en ciblant le taux de croissance de la masse monétaire pour tenter d'atteindre un objectif d'inflation. La politique monétaire est donc un outil de gestion de la demande, influençant le taux d'inflation. Donc, un contrôle plus strict de la masse monétaire réduit la capacité des ménages et des entreprises à exprimer la demande dans l'économie, conduisant à des réductions de la consommation et de l'investissement, et donc du taux d'absorption intérieure, ce qui devra théoriquement contribuer à réduire l'inflation. Alors, quand on regarde le genre et la politique monétaire, donc la politique monétaire interagit avec des structures
des institutions hautement sexo-spécifiques. Donc, l'impact d'une politique monétaire restrictive se fera sentir au niveau des ménages, y compris le travail des soins non rémunérés, des marchés des emplois rémunérés, des marchés du crédit et de la finance. Si l'impact sur les femmes est ignoré ou sous-évalué, la politique monétaire paraîtra plus bénéfique qu'elle ne l'est en réalité, c'est-à-dire l'économie politique et la politique monétaire. Il existe 3 préjugés sexistes majeurs dans la politique monétaire. D'abord, l'emploi. Une politique monétaire restrictive affecte davantage l'emploi des femmes que celui des hommes. L'appréciation du taux de change réel peut affecter les secteurs d'exportation de l'emploi et l'emploi des femmes dans certains secteurs. Il y a que les activités informelles. Le travail indépendant non agricole est souvent une source importante de revenus pour les femmes. Une grande partie de cela concerne les services liés au marché intérieur. Les politiques monétaires restrictives limitent le développement du marché intérieur. Vous voyez, il y a les ménages. Au sein des ménages, les politiques qui réduisent les ressources financières des ménages peuvent accroître la demande de travail non rémunéré. Alors, l'implication de l'inflation du point de vue genre. Donc, un objectif universel de la politique monétaire est de contrôler l'inflation. Alors, donc, quelles sont les causes de l'inflation dans les pays africains? Il y a les chocs des prix dans lesquels les prix augmentent rapidement, notamment en termes de nourriture, d'achat de carburant, qui sont des causes très fréquentes de l'inflation. Donc, il s'agit de l'inflation du côté de l'offre et elle provient de l'économie réelle. Une croissance excessive de la masse monétaire pour financer les dépenses publiques a conduit l'inflation, par exemple, au Zimbabwe. Pour contrôler l'inflation, les politiques, les documents de lutte contre la réduction des stratégies proposent souvent un objectif d'inflation spécifique. Dans les pays africains, un objectif d'inflation de 5% ou moins est courant. Donc, l'efficacité de la politique monétaire pour contrôler l'inflation à des niveaux socialement acceptables dépend de son origine. Donc, nous avons vu ici que les chocs du côté de l'offre ou de la demande, quand il s'agit par exemple de la nourriture du carbone, c'est l'inflation ne sont pas les mêmes. Alors, si la politique monétaire comprime la demande intérieure en créant des taux d'inflation élevés, soit en créant des effets d'inflation faibles, peuvent inclure l'augmentation de la pression pour dépendre du travail non rémunéré, car les revenus des ménages sont vraiment comprimés. Il y a la réduction de la consommation qui peut affecter différemment les hommes et les femmes. Et la participation accrue des femmes à un emploi rémunéré pour compenser en partie les effets de la baisse des revenus sans diminuer la quantité de travail et de soins non rémunérés. Alors, les politiques de taux de change. Alors, il existe 3 régimes de taux de change génériques disponibles pour les pays. Il y a les taux de change flottants, les taux de change fixes, les gestions de taux de change. Les taux de change flottants sont en grande partie déterminés par le marché, car la Banque centrale n'intervient pas sur les marchés de change. En théorie, le taux de change d'une monnaie est déterminé par l'interaction de l'offre et de la demande pour cette monnaie. Et le taux de change fixe, voire le taux de change nominal fixe par rapport à une grande monnaie internationale qui, à son tour, nécessite l'intervention de la Banque centrale pour maintenir le taux fixe. En Afrique, le plus grand bloc à taux de change fixe est la zone CFA. Donc, il y a des taux de change qui sont flottants. Quand on prend la monnaie comme la monnaie du Ghana, de la Guinée,
ce sont des taux de change flottants. Le taux de change fixe, si on prend le franc CFA, comparativement par exemple à l'euro, ce sont des taux de change qui sont fixes. Voilà. La gestion des taux de change sont en combinaison des taux de change déterminés par le marché et d'intervention occasionnelle de la Banque centrale. Les taux de change gérés sont souvent indexés sur une devise internationale majeure, telle que l'euro ou le dollar, ce qui signifie que la Banque centrale a un taux de change cible pour la monnaie nationale par rapport à une devise internationale majeure. Alors, la politique budgétaire fait référence à la manière dont les dépenses publiques, la fiscalité, l'aide et la dette, le budget gouvernemental influencent l'économie dans son ensemble. La politique budgétaire est généralement orientée vers la lutte contre l'inflation et la réduction des effets de la balance courante. Les dépenses publiques, en particulier dans le secteur social, ont été réduites après pays par pays. Donc, pour terminer, il faut dire que les politiques budgétaires, comme les politiques monétaires, sont des politiques qui sont difficilement genre sensibles. Mais on peut travailler à s'interroger et à pouvoir rendre ces politiques genre sensibles. Quand on prend les politiques monétaires qui fixent les taux de change, quand on prend les politiques budgétaires qui, sur le marché de l'emploi, aussi a des influences sur les activités des hommes et des femmes, il va sans dire que l'analyse de ces politiques doit permettre de pouvoir, en premier lieu, mettre en place ce qu'on appelle les mécanismes et les outils spécifiques pour analyser les forces, les faiblesses, les besoins, les opportunités, les effets sur les hommes et les femmes, afin de voir comment les prendre en compte dans la mise en œuvre de ces politiques. Donc, sur ce, je vous dis merci pour votre aimable attention.